Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu épineux, puisque vous avez vu en introduction que dans la chaîne de valeur, vous avez la donnée, les algorithmes, et ensuite la transformation avec le traitement. Là, on va parler, je dirais, du pétrole brut, la donnée, savoir à qui elle appartient, à savoir, je dirais, quels sont les empilements et le millefeuille juridique un petit peu qui la protège, cette donnée, mais aussi quel est, je dirais, le vrai enjeu pour notre profession. Alors, d'abord, bon, ça a été dit, mais je préfère des déclarations de lien d'intérêt quand même. Donc, directeur de Bourgeois et de Vetocom, et donc indirectement, forcément, avec la compagnie des vétérinaires. Je suis aussi membre du bureau du GERM, et je parle au nom du GERM aujourd'hui. Et bien évidemment, vétérinaire et, je dirais, Alfort 92. Voilà. Alors, d'abord, quelques petits chiffres vertigineux. Selon Intel, 200 milliards d'objets connectés d'ici 2020. 1,7 mégabits de données créées chaque seconde par une personne en 2020, selon International Data Corporation. 90% des données mondiales ont été créées au cours des 2 dernières années, selon IBM. 2,5 quintillons, vous m'excuserez, moi je ne sais pas ce que c'est des quintillons, donc, mais c'est juste, je vous l'ai mis comme ça. 2,5 quintillons de bits de données par jour pour IBM, selon IBM. Et puis, tiens, 72% des employés ont déjà partagé des données sensibles ou confidentielles de leur entreprise selon Dell. Donc on voit que, ça y est, la donnée elle est là, on est envahi par la donnée, mais c'est quand même fragile. Et puis, c'est fragile et parfois même imparfait. Parce que selon McKinsey, quand même, qui est un grand institut, le volume des données mondiales double tous les 3 ans. Bon, il faudra qu'ils se mettent d'accord avec IBM. Tout ça pour vous dire que la donnée, on est dedans, et qu'elle constitue la valeur initiale, je dirais, vraiment l'élément initial. Alors, quels sont les différents codes ou différentes, je dirais, éléments juridiques qui la protègent? En fait, en fonction des caractéristiques de la donnée ou de son état aussi, vous aurez différents éléments qui vont s'appliquer. Alors, c'est une revue, là, j'ai rien avec Dalloz, mais vous avez le code de la propriété intellectuelle, vous avez le code du commerce, vous avez le code civil, et vous avez le code rural. Et, on en parlera plus tard, vous avez un code, je dirais, un règlement qui arrive par-dessus, qui est le règlement général de la protection des données. Alors revenons un petit peu à la propriété intellectuelle. Il faut savoir que selon la propriété intellectuelle, lorsque la donnée est collectée, c'est-à-dire la donnée est dans une base de données, pour faire simple, à ce moment-là, elle est protégée. Elle est protégée par 2 systèmes. Elle est protégée soit, je dirais, par le droit suis generis, c'est-à-dire la personne ou l'entité qui a mis les moyens financiers et humains pour créer cette base de données, en est le propriétaire. Maintenant, si la base de données est très originale, elle est quelque chose de vraiment qui n'est pas avec des originalités très particulières, à ce moment-là, il peut y avoir aussi un droit d'auteur qui la protège. Et l'un et l'autre peuvent protéger cette base de données. Donc on voit que déjà, là, la donnée est protégée non pas par sa valeur, mais elle est protégée par la personne qui constitue l'ensemble de la base de données. Par ailleurs, mais vous allez me dire, mais quid du propriétaire si c'est une donnée animale? Bon, on sait que l'animal est un bien doué de sensibilité, fort heureusement. Ce bien, je dirais, comme tout bien, il y a un usus, un fructus et un abusus. Bon, c'est l'usufruit, si vous voulez, pour faire simple. Le fructus, ça veut dire que le propriétaire a aussi, je dirais, peut jouir du bien, mais de la donnée seule de son animal, ou de son troupeau, au choix. Il faut le savoir. Mais en tout cas, ça concerne juste ces animaux.
Enfin, il y a une nouvelle loi qui est arrivée le 30 juillet 2018 du code du commerce et ce qui est sur le secret des affaires. L'information protégée peut être, donc protégée par cette loi si elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle. Si elle fait part de l'objet de son détenteur de mesures, parce qu'il y a un secret, vis-à-vis de cette donnée, et que ce secret peut, produire une valeur commerciale. Enfin, bon, vous avez, par exemple, aussi, dans le code rural, le secret professionnel. Si vous inscrivez une information confidentielle, attention, on reviendra dessus, il ne faut pas qu'elle soit sensible, par exemple, dans un logiciel, eh bien, vous avez aussi le secret professionnel qui peut s'appliquer, puisqu'il ne faut pas de divulgation pour ne pas nuire aux propriétaires. Par-dessus, qu'est-ce qu'on a ? Est arrivé en 2016 la ratification par le Parlement européen du Règlement général de la protection des données. Cette pyramide, c'est un petit peu les différentes couches que vous allez avoir sur le RGPD. Au-dessus, vous avez un groupe, G29, c'est le groupe des 29, qui a défini ces lignes directrices et qui a été plus finement dans l'analyse du RGPD. Au-delà, il y a la loi informatique et liberté qui va donner le cadre national, qui a été promulgué donc le 20 juin 2018. Et là, le 12 décembre, dernièrement, il y a eu une ordonnance qui modifie quelques petits points, qui précise quelques petits points qui n'étaient pas très clairs. Et donc, qui s'appliquera en juin, au passage. 6 mois. Ce règlement, qu'est-ce qu'il protège ? Il protège, les données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? C'est une information qui se rapporte à une personne physique, qui est identifiée ou identifiable. C'est-à-dire que ça peut être direct ou indirect. Directement par son nom, son prénom, son adresse, par exemple, mais indirectement, par exemple, le numéro d'identification, de l'animal. Puisqu'on peut remonter à ce moment-là, à son propriétaire. Au passage, le RGPD, on reparle des données sensibles, mais ça avait été abordé par la loi informatique et liberté dans sa version 1. Je vous rappelle que nous n'avons pas le droit de collecter, sauf cas très spécifiques, ces données dites sensibles. Donc, origine raciale ou ethnique, opinion politique ou appartenance syndicale, conviction religieuse ou philosophique, traitement des données génétiques, données concernant la santé, les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Ce règlement, qu'est-ce qu'il indique ? Il donne deux choses. D'abord, un principe de responsabilité, d'accountability, et avec le besoin de mettre en place un registre des traitements. Alors, normalement, il y a une exception pour les établissements de moins de 250 personnes, sauf que si ce, traitement n'est pas occasionnel. Or, un traitement de la donnée, c'est sa conservation. La conservation de la donnée, c'est un traitement. Or, par exemple, si vous avez des données dans un logiciel, à ce moment-là, vous êtes obligé, puisque vous les gardez, c'est bien un traitement que vous faites et pas occasionnellement, vous êtes obligé d'établir un registre des traitements. Certes, il sera simple, mais vous êtes obligé. Il renvoie en fait la responsabilité à l'entreprise. Il faut mettre en place ce registre des traitements aussi peut avoir d'autres, cas, si par exemple vous avez de non-exclusion, si vous avez un traitement en volume des données. Même si vous êtes un établissement de moins de 250 personnes et que vous avez un traitement en volume de la donnée, il est clair que vous êtes obligé de mettre en place un registre des traitements. Ce règlement indique aussi, le besoin
de mettre en place la sécurité ou sécurisation des données. J'aurais plutôt dit sécurisation, mais il faut que les données soient sécurisées. Avec aussi des habilitations. Toute personne ne peut pas avoir accès à ces données personnelles et tout doit être tracé. Si un hacker vient perturber, je dirais, et vient consulter ces données, ou les voler, ou les crypter, à ce moment-là, il faut réaliser une notification de violation. Enfin, la conservation des données, elle aussi, doit être, je dirais, pensée, puisque en fait, on doit définir des dates de conservation maximale. Petite remarque, attention, quand même, le RGPD ne va pas aller à l'encontre d'autres codes existants. Ordonnance, Code de la santé publique, 10 ans. Donc, de toute façon, pour une ordonnance, une date de conservation maximale, c'est 10 ans. La vie d'un animal, ça peut justifier, on peut dire, je conserve les données durant la vie de l'animal. Mais il faut le justifier. Et il faudra l'indiquer aussi au propriétaire. Autre chose, c'est le privacy by design. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, on doit concevoir les choses en amont. Alors, pour un éditeur de logiciel, ça peut dire dans la constitution du logiciel, mais ça peut être aussi, je dirais, sur la façon dont on gère la donnée. C'est-à-dire qu'on ne va utiliser que, ou demander, que les éléments nécessaires. Et on ne va pas demander, je dirais, tout un tas d'autres détails qui seraient inutiles pour l'action ou le traitement qu'on aura à faire. Enfin, il faut mettre en place des, je dirais, contrats avec ses sous-traitants pour savoir s'ils je dirais, ils répondent bien au règlement général de la protection des données. Par exemple, l'hébergement en UE et pas hors UE. Le droit fondamental du RGPD, c'est le droit des personnes. Ce droit des personnes, il doit, je dirais, permettre à l'individu, au propriétaire, d'avoir une information claire, honnête, transparente de la finalité du traitement des données. Et en cela, c'est là où c'est une véritable opportunité pour les vétérinaires et une véritable opportunité, je dirais, pour toute la filière, parce que ça met en place de l'éthique. Le consentement aussi doit être formalisé. C'est-à-dire qu'on doit laisser le choix au propriétaire et l'indiquer, et il doit signer, soit un papier, soit ça peut être sous forme numérique, peu importe, mais en tout cas, ça doit être stocké. On doit être en capacité de le prouver. Dernièrement, il a accès à sa donnée, il peut savoir quel type de données il peut rectifier, il y a un droit à l'oubli, ça peut être effacé, mais attention, tout en respectant, par exemple, les différents codes. Le code du commerce va l'imposer, par exemple, de garder les factures 6 ans plus l'exercice en cours, par exemple. Et puis la portabilité, c'est-à-dire qu'on peut demander mes données à plat, je les veux sur une clé USB. Bon, ça, c'est pas tout à fait comme ça, il faut prouver son identité, etc. Mais, en tout cas, il a le droit d'avoir accès à ces données. Alors, ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'on voit que le propriétaire, il devient fournisseur de la donnée, mais en même temps, il est cible de la donnée. C'est-à-dire qu'on est dans un système où ça change les choses. Il est au centre de la relation. C'est-à-dire, je vais choisir, est-ce que je veux bien recevoir la newsletter? Est-ce que on voit qu'il va choisir ses services? Je parle d'une clinique vétérinaire, mais on pourrait, je dirais, faire la même chose pour tous les services. En fait, il est au centre de la relation et ça devient un consommateur. Et on parle à la limite plus de B2C, ou business to consumer, mais on parle de Me2B. C'est Bill Price dans Objectif Client, les 7 clés d'expérience d'une expérience client réussie, dans le livre, qui parle de système. Et en fait, au départ, le propriétaire, il est en bas. Et ensuite, on lui offre des choix, on fait des interactions. Puis ensuite, au fur et à mesure des interactions, en fait, on crée une relation au niveau 4 et 5. Et à la fin, c'est l'enchantement client, c'est mon partenaire. Et c'est, je dirais, une pyramide de Maslow revisitée par l'expérience client, si je puis dire. Mais on voit que, par contre, c'est le propriétaire qui choisit. Et c'est en cela que, je dirais, le système est une véritable opportunité. Et je dirais, en tout cas, le règlement général de la protection des données est une véritable opportunité
parce qu'elle permet de remettre, je dirais, de l'éthique au sein de la donnée. On sait très bien que c'était fait, entre guillemets, contre les GAFA, ce système-là. Mais plutôt que d'aller chercher un système contre, voyons les valeurs que ça peut surtout apporter. Je pense que demain, il y a des systèmes de labels, vous avez vu pour déjà ce matin, mais j'en connais d'autres. Vous avez Adel, par exemple, qui est Algorithm Data Ethics Label pour les algorithmes. Demain, dans une gouvernance d'entreprise, peut-être qu'on peut concevoir que la donnée sera dans le patrimoine comptable, que les algorithmes et la façon dont ils sont labellisés seront dans le bilan RSE de l'entreprise. Et on voit que, je dirais, l'éthique de la donnée est un enjeu vraiment indispensable et fondamental. Merci beaucoup.